Fait que ça va être fait. On prend encore une minute ou deux, puis on commence ensuite. Je vais me permettre d'aller chercher un autre ordinateur parce que le mien fait un bruit étrange et je n'aimerais pas qu'il coupe en plein milieu. Donc, je reviens dans 2 secondes et je vais aller chercher ça. Alors, encore une petite minute et on commence. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Merci d'être ici ce matin, cette fin de matinée. Donc, on organise aujourd'hui un webinaire avec Nathalie Podewzinski. J'espère que je n'arrache pas ton nom de famille. Euh, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du Défi 5030, qui est une initiative fédérale menée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et qui est aussi soutenue par Collège et Institut Canada. Et puis, Nathalie travaille au CRSNG, donc c'est ça, le Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie. Si, j'admets le monde en même temps, fait que j'ai deux affaires à faire aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, on va avoir environ 1 heure et quart de présentation de Nathalie, peut-être, en tout cas, en fonction de ce qui sera
bon pour toi. Et puis, nous aurons ensuite une période de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les conserver. Vous pouvez les poser dans le chat aussi, bien sûr, puis on les prendra à la fin. Nous enregistrons la présentation aujourd'hui. Elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube de l'IRIPI. Donc, si vous ne pouvez pas rester tout le long ou si certains de vos collègues auraient intérêt à la regarder, vous pourrez les inviter de cette manière. Et puis, nous allons commencer tout de suite. Je vais juste chercher mes notes. Donc, alors, je vous présente Nathalie, qui est gestionnaire au sein de la direction des subventions de recherche et bourses au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Au courant des 5 dernières années, elle était gestionnaire de projet pour l'implantation du programme Dimension, Équité, Diversité et Inclusion Canada. Elle était précédemment gestionnaire de projet pour le Gender Summit 11 d'Amérique du Nord. Et auparavant, Nathalie a travaillé pendant 13 ans en politique fédérale dans divers cabinets ministériels. Elle possède une vaste expérience de la prestation de conseils stratégiques à des dirigeants de haut niveau, l'élaboration de politiques ainsi que le développement de stratégies de communication. De plus, Nathalie possède de l'expérience dans la gestion et la mise en œuvre de nombreux projets complexes, tels que le 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008, plusieurs sommets de la francophonie et la place du français aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010. Nathalie est titulaire d'une maîtrise en gestion de projet ainsi que d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec en Outaouais. Merci grandement pour ta présence, Nathalie, aujourd'hui. C'est moi qui passe les diapos, donc n'hésite pas à me dire quand est-ce qu'il faut que j'avance. Je vais le mettre en mode diaporama. Et puis, c'est à toi. Super. Merci, Ingrid. Je reconnais pas mal de noms. J'espère que je ne vais pas me répéter. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu ma présentation. Je vais essayer de garder ça plus court que Ingrid a le mentionné. Je vais essayer d'être en bas du 45 minutes. Je pense qu'après, c'est plus plaisant d'avoir une période de questions que de m'entendre parler pendant 1 heure et quart. Je vais me tanner de ma propre voix de toute façon. Donc, effectivement, mon nom est Nathalie Bosfinski. Je travaille sur le dossier de l'EDI, en fait, en général, là, au CRSNG, et je focus effectivement mes énergies ont focusé surtout au courant des 5 dernières années, pardon, sur la création du programme Dimension. Qui s'est terminé, le pilote qu'on avait s'est terminé en mars, 31 mars 2023, mais il y a quand même des activités un peu qui continuent autour de ce programme-là. Donc, je pense qu'il y a des leçons apprises de dimension c'est un peu pourquoi Ingrid m'a invité, qui peuvent être appliquées dans vos établissements sans nécessairement recevoir évidemment une reconnaissance à la fin, parce que on n'en donne pas pour l'instant, mais aussi de vraiment, en fait, trouver cette espèce de cadre de référence qui vous permettrait de faire vos activités EDI. Donc, tu peux passer à la prochaine diapo, même l'autre après. Donc, j'ai demandé à Ingrid de faire juste un petit sondage non scientifique. C'est vraiment pour rire un peu. Donc, la première question, c'est quel est votre rôle principal à l'intérieur de votre établissement? Est-ce que vous êtes responsable du dossier EDI? Est-ce que vous êtes une personne enseignante, chercheur, chercheuse, étudiant, étudiante ou candidat, candidate éventuelle pour une maîtrise, doctorat? Est-ce que vous êtes responsable des subventions de recherche? Travaillez-vous aux finances ou autres? Et après, si vous pouvez répondre, quelle est la meilleure description de votre établissement ou organisation? Donc, encore une fois, est-ce que vous travaillez pour un collège, un cégep ou une polytechnique, un CCTT? Alors, attends un instant. Le sondage est lancé. On est à la première question, puis les gens répondent. Non, tout le monde a répondu. Donc, pour la première question, on va voir les réponses. Live? Je pense que oui. Tout le monde Est-ce a que vous voyez répondu à quelque tout. chose ou c'est à moi de vous le dire? J'apprends. Moi, je le vois là. Donc, OK. Donc, la plupart sont responsables du dossier de l'EDI. OK. Et puis, autre, ça dit pas quoi. Sinon, vous êtes tous dans un collège, cégep ou organisation partenaire, parfait.
Bon, alors c'est quand même positif, là, en pleine forme. Ça va, fatigué, mais content d'être ici. Donc, c'est bon. Excellent. Super. OK. Donc, juste un prochaine diapo. Donc, juste un petit rappel que Dimension était une initiative Tri-Agence. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui associent Dimension au CRSNG parce qu'en fait, c'est nous qui avions reçu l'argent dans le budget 2018. Mais c'est vraiment une initiative qui était Tri-Agence. Donc, on a vraiment collaboré avec les autres départements. On voulait aussi que leur communauté participe activement à nos activités. Donc, on a invité beaucoup de la communauté des deux autres agences et non seulement du CRSNG. Donc, ça, c'était juste un petit rappel gentil que pas que je veux pas juste prendre le crédit, mais le crédit va aux autres aussi. Donc, je vais faire un petit tour de c'est quoi Dimension, c'était quoi les éléments du programme, comment on a fonctionné au niveau de la révision des applications et après, ben, je pense que la partie la plus importante, c'est un peu les leçons apprises, est-ce qu'il y a des pratiques prometteuses. Puis après, moi, j'aimerais bien vous entendre sur vos défis et comment vous pensez que Dimension pourrait fonctionner à l'intérieur de vos propres établissements. Donc, moi, je suis autant en mode écoute que vous êtes en mode écoute pour les prochaines minutes. Donc, tout au long je vais vous présenter quelques citations d'établissements. Je pense que c'est les meilleures pour vraiment démontrer comment Dimension a eu un impact sur leur réalité. Dimension a été co-développée avec des établissements, 17 établissements. Ces établissements-là, je ne peux vous dire comment ils ont travaillé fort à co-développer ce programme-là avec nous pendant une pandémie. C'était vraiment titanesque comme travail qu'on leur demandait de faire, de pas juste en fait développer le programme avec nous, mais après de créer leur propre application. Donc, ils avaient à faire du travail à l'interne. Donc, pour beaucoup d'établissements, ça a quand même été un défi assez important. Donc, je peux vous la lire. La participation à Dimension a été un catalyseur pour faire progresser le DI dans l'ensemble de l'écosystème de la recherche. Puis pour nous, juste préciser, l'écosystème de la recherche, là, on parle vraiment de tout. C'est pas juste le contenu de la recherche, c'est pas juste le département de la recherche, mais pour nous, la vision de Dimension, l'écosystème de la recherche, c'est principalement l'établissement au complet, là, en partant d'infrastructures, des ressources humaines, etc. Donc, c'est quand même assez large. Et ça dit, le programme nous a amené à allouer des ressources et à accélérer justement des activités comme l'analyse comparative d'une manière que nous n'aurions peut-être pas eu autrement. Donc, Dimension pour plusieurs, c'était vraiment une espèce de catalyseur puis une manière de convaincre leur gestion d'embarquer dans le projet. Donc, Dimension, c'était deux parties, évidemment. Une charte de 8 principes que vous pouvez toujours retrouver en ligne d'ailleurs. Vous pouvez même, on accepte encore des signatures de charte. J'en ai eu pas plus tard qu'il y a un mois. Je vous dirais qu'il y a seulement 27 collèges et cégeps qui ont signé la charte Dimension. La majorité des universités l'ont signé, 76. Mais au niveau des collèges et cégeps, ça a quand même été moins populaire. Donc, je vous dirais que quand vous lisez les 8 principes, si cela vous parle, c'est un bon départ pour votre communauté de savoir que vous avez adhéré, dans le fond, à ces 8 principes-là. Il n'y a pas de rôle de police. Je ne vais pas aller voir dans 6 mois est-ce que vous avez fait ce que vous avez dit. En fait, quand les établissements signent de telles chartes, c'est vraiment vos clients qui vont lire la charte et qui vont dire ben, pourquoi vous ne faites pas. Oui, je vais vous l'envoyer, Audrey. Je vais la mettre dans le chat après. Donc, c'est vraiment, en fait, les gens c'est ça, c'est vos clients qui vont vous demander aux établissements, est-ce que vous avez mis en place les principes? Je peux passer à la prochaine diapo, Ingrid, je vois que c'est pas. Ouais. Donc, l'objectif principal, en fait, de Dimension, c'était d'emmener un changement transformationnel au sein de l'écosystème de recherche des établissements postsecondaires canadiens en repérant et espérant, en éliminant les obstacles et les iniquités. Et quand on parle transformationnel, c'est qu'on ne veut pas essayer de mettre juste un diachylon là, ou un plaster sur le bobo puis en espérant il va se régler. C'était vraiment de se poser des questions assez existentielles sur comment bien, dans le fond,
quand on parle d'inclusion, là, c'est cette partie-là que souvent, tu sais, on pense qu'il faut juste avoir l'équité, on veut juste la diversité, mais le bout inclusion, là, c'est vraiment de s'assurer que tout ça, après, là, ben, ça fonctionne ensemble, tu sais, que c'est pas juste une question de chiffre, dans le fond. Donc, au niveau des objectifs plus spécifiques, prochaine diapo, comme je dis, c'était vraiment de créer une culture d'autoréflexion critique en ce qui a trait à l'EDI. Donc, c'est vraiment se regarder le nombril comme établissement. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour emmener l'équité, la diversité et l'inclusion? Est-ce qu'il y a des politiques qui devraient être changées ou mises à jour? Est-ce qu'il y a des trucs tout dans le long du processus d'un étudiant quand il commence, l'inscription, des choses comme ça? Est-ce que tout le processus de cette personne-là dans l'établissement est vraiment ouvert à tous, dans le fond? Après, c'est de favoriser des initiatives de DI fondées sur des données probantes. Donc, on est tous un peu reliés au domaine scientifique, là. Est-ce qu'on prend des décisions basées sur des faits? Et nous, dans Dimension, on était vraiment dans la donnée quantitative, évidemment, si possible, d'obtenir ces données-là, mais aussi qualitative. Donc, encore une fois, c'est pas juste une question de chiffres. C'est vraiment se poser la question, c'est une fois que on a de la diversité dans notre établissement, dans notre département ou dans notre classe, est-ce qu'après, on s'assure que ces personnes-là, dans le fond, ils ont aussi la même expérience que les autres? Après, quand on parle évidemment à planir les principaux obstacles qui entravent l'avancement professionnel au profit de tous et de toutes, ben, c'est un peu encore la même chose. Je veux dire, si on a, est-ce que les personnes tout au long de leur carrière ont les mêmes chances d'évoluer au sein de l'établissement que la majorité? Et est-ce qu'on leur donne les moyens, dans le fond, de réussir ou est-ce que, comme on dit en anglais, là, we're setting them to fail, là? Tu sais, est-ce qu'on leur met tellement d'obstacles que finalement, ben, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'on n'a juste pas mis un bon environnement? Et nous, ce qu'on disait pendant la dimension tout le long, c'est vraiment de promouvoir une communauté de pratiques qui privilégie la mise en commun des pratiques et des ressources prometteuses. En bon français, c'est d'arrêter de réinventer la roue pour chacun des établissements. Je pense que l'IRIPI a fait plusieurs webinaires là-dessus. Mes collègues des collèges ici au CRSNG ont fait aussi beaucoup de présentations par rapport à ça, avoir une communauté de pratique. C'est sûr que Dimension, on était encore un peu plus proche parce qu'on était juste un groupe de 17 établissements. Chaque établissement avait seulement, dans beaucoup de cas, juste une ou deux personnes. Donc, on a vraiment créé une petite famille. On se disait vraiment les vraies affaires parce qu'on était en plus petit groupe et on avait créé ce cercle de confiance qui n'est pas toujours évident quand on est des gros groupes. Pas toujours évident on aime ça laver notre linge sale en famille, comme je dis souvent. Donc, c'est vraiment de créer cette confiance-là qui permet quand même d'avoir un bon échange dans le fond, puis un échange qui va vraiment amener des résultats à la fin. Donc, prochaine diapo. Donc, juste un petit rappel que, en fait, Dimension a toujours été pour nous une participation volontaire. On n'a jamais obligé les établissements à faire partie du programme. On avait eu 40 établissements qui avaient voulu être dans le programme Dimension. On en a choisi 17. C'est un comité des pairs qui a choisi les 17 établissements. On voulait une répartition, évidemment, géographique et aussi une répartition au niveau de la grosseur des établissements. Donc, on avait des petites universités, des moyennes, des grandes. On avait des collèges petits, plus grands, plus axés sur la recherche, moins axés sur la recherche. Donc, on était chanceux dans les 40. On était capable d'avoir une bonne diversification dans ce sens-là. Et je pense que dans le futur, si Dimension reviendrait, ou en tout cas une espèce de système comme Dimension, je pense que c'est important encore d'avoir de rentrer dans ce programme-là parce qu'on y croit, parce que sinon, après, ça devient vraiment, de là, mon deuxième point, ça devient plus normatif. Et ça devient aussi plus comme un exercice on n'a jamais voulu que ça devienne un exercice de juste cocher les cases. On voulait vraiment que les établissements se posent des questions et utilisent vraiment une nouvelle approche, dans le fond, à l'interne pour faire avancer les choses. Donc, trouver cet équilibre-là entre
être quand même un peu normatif, parce qu'évidemment, quand tu as un système d'évaluation, il faut quand même t'évaluer quelque chose. Mais il ne faut pas non plus que l'établissement soit tellement vague que, dans le fond, on n'arrive pas après à voir s'il y a une imputabilité sur les actions qui sont proposées. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, c'était vraiment, tout le programme a été développé dans une approche de co-création. Je peux vous dire que dans mes 20 ans dans la fonction publique canadienne, j'ai jamais vu un programme qui a été co-développé avec des établissements. On a plus tendance à inventer des choses puis de vous l'imposer, je vous dirais, de vous envoyer le petit formulaire puis vous dire d'appliquer. Donc, on fait de la consultation, mais là, c'était vraiment on créait des ébauches, on faisait des comités, des sous-comités de discussion, des groupes de travail. Je pense que c'est là aussi que les vraies choses se disaient, là, dans le fond. Puis ça, en même temps, ça permettait aux établissements de vraiment penser un peu plus loin que qu'est-ce qu'ils pensent d'habitude par rapport à ce dossier-là, mais aussi ça leur permettait, je pense, d'être imaginatifs sur quelle approche fonctionnait vraiment à l'intérieur de leurs établissements, puis de se poser même des questions à l'intérieur des établissements que si on met un programme comme tel en place, est-ce que vous êtes capable après, dans les établissements, de faire le travail? Tu sais, je pense que nous, on voulait vraiment que Dimension, les gens puissent prendre le ballon après puis courir avec. Et pas après de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a inventé, tu sais, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Dans le fond, je pense que, évidemment, pour certains établissements, c'est moins évident que d'autres. Mais je pense que le fait qu'on l'a co-créé avec les établissements, surtout sur un dossier aussi sensible et quand même assez complexe, pour nous, ça a vraiment fait toute une différence. Donc, au niveau des éléments du programme, pour ceux qui ne sont pas je pense que j'ai un petit peu d'animation, même si je n'ai pas voulu mettre de l'animation dans ma diapositive. Tu peux continuer, je pense qu'il y a encore quelques petites boulettes. Ouais, c'est ça. C'est bon. Donc, je pense que vous le savez peut-être depuis, mais en tout cas, au niveau de l'envergure du programme, Dimension a quand même été inspiré d'un programme en Angleterre qui s'appelait Athena's One. Comme peut-être certains le savent, eux focusent beaucoup sur les femmes en sciences. Ils ont une charte séparée pour ce qui est des minorités visibles. Ça s'appelle le Race Equality Charter. Ils n'ont jamais mis ensemble les deux chartes. Nous, autant la ministre que lorsqu'on a fait des consultations, on a fait 2 rondes de consultations. On a visité 6 villes au Canada, puis après ça, on en a fait 18. Les gens disaient qu'au Canada, on ne pouvait pas seulement focuser sur les femmes en sciences. Il y avait d'autres enjeux aussi dans les établissements. Donc, on est allé avec les groupes privés d'équité et ici, c'est les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres des minorités visibles ou du groupe racisé et la communauté LGBTQ2+. On est allé all-in sur les disciplines, la science, l'ingénierie, la santé, les sciences sociales. Et pour finir le tout, juste parce que j'avais pas encore acheté les cheveux blancs qui sont cachés en ce moment, on est allé collège, université, polytechnique et cégep. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, la réalité d'un collège, c'est vraiment pas la même que UBC. Tu sais, un collège à Gaspé ne vit pas les mêmes réalités que l'université UBC à Vancouver. Le cégep de Lethbridge ne vit pas les mêmes choses que l'université Laval. Donc, c'était quand même assez complexe de mélanger ces groupes-là. Puis en fait, vous allez voir, ben, en tout cas, quand vous allez lire de la documentation de Dimension, je pense que la réussite de ce programme-là, c'est qu'on a réussi à mettre en place un système qui donnait la flexibilité aux établissements de. Ils ne pouvaient pas nécessairement diminuer les groupes, mais après, ils pouvaient diminuer un peu la profondeur dans laquelle ils allaient vraiment chercher chacun des groupes ou chacun des enjeux. Juste parce que l'envergure, sinon, devient tellement grande qu'à un moment donné, on devient, le terme en anglais, on devient overwhelmed. Là. Il y en a juste trop. Là, à un moment donné, on fait juste gratter plein de petites surfaces, mais on ne va pas vraiment dans le vif du sujet. Donc, je pense qu'on a quand même laissé un peu de latitude aux établissements pour qu'ils puissent justement faire quelque chose, commencer quelque chose, mais pas nécessairement aller jusqu'à la fin de l'enjeu. Donc,
Donc, je suis certain que certains ont vu la prochaine diapo, qui est je l'appelle ma belle fleur, qu'on a appelé le cadre d'évaluation inclusive. Donc, mettre en illustration ce qu'on essayait de dire en mots n'était pas toujours évident, mais en tout cas, je pense que nos services créatifs sont arrivés à quelque chose de relativement clair. Donc, ce que Dimension avait trois principes. Donc, la centralité des voix, il fallait que les voix des groupes sous-représentés soient vraiment au centre de la stratégie. Tout le travail devait commencer par les voix, parce que c'est vraiment ces personnes-là qui vivent du racisme ou de la transphobie, du capacitisme. Donc, c'est vraiment à ces personnes-là qu'il faut commencer le travail. Au niveau de la réciprocité de la coopération, c'est qu'il faut que vous appreniez à travailler entre vous autres. L'enjeu de l'EDI n'est pas juste propre à vous-même, il est propre à plusieurs établissements, en fait, à tous les établissements. Donc, euh, si on veut vraiment faire avancer les choses au niveau de l'EDI, ce serait bien qu'on travaille tout le monde ensemble. Euh, et après, dans le fond, ce qu'on disait, c'est d'utiliser des outils pour recueillir des données probantes et des exemples concrets afin de transmettre les connaissances. Donc, ça peut être, ça peut être des histoires, ça peut être vraiment des données. Euh, je vais revenir au point plus tard, je le vois, mais je ne le vois pas très bien. Donc, on est vraiment allé après, c'est ça, d'aller chercher les données pour éventuellement, dans la demande d'application, chaque établissement devait nous donner des détails sur ce qu'on a appelé les catégories de preuves. Donc, la première, la motivation, c'était ben, pourquoi vous avez voulu rentrer dans la dimension? Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé un incident dans votre établissement? Est-ce que c'est parce que vous y croyez, donc vous avez décidé de commencer le travail? Donc, ça, c'était vraiment au niveau de la motivation. Après ça, c'était vraiment de se poser des questions au niveau des lacunes, faire une évaluation des lacunes et des besoins. Donc, un recensement et un examen honnête et explicite des lacunes et des besoins. Présenter des résultats qui montrent les inéquités ou de la sous-représentation ou de l'exclusion. Euh, ainsi que même des formes d'oppression. Est-ce que vous avez été témoin de ça et est-ce que vous pouvez les démontrer? Euh, comment vous voyez votre culture à l'intérieur de votre établissement, les expériences vécues par les données démographiques et les données de représentation? Après, c'est vraiment de regarder au niveau des forces et des obstacles, ben, présenter, si vous êtes capable, des solutions potentielles aux problèmes relevés précédemment dans les autres analyses et évaluer la faisabilité de chacune dans les délais prévus ou dans le futur. Est-ce qu'il y a des données que vous voulez prioriser en ce moment, puis après ça, vous voulez y revenir plus tard? Donc, les priorités devaient vraiment être expliquées et être assorties d'un échéancier, dans le fond. Même si vous n'aviez pas commencé une action ou fait quelque chose dès le départ, vous devriez, dans votre plan d'action, démontrer comment vous alliez adresser ça dans le futur. Après ça, au niveau de l'engagement, c'est comment, dans le fond, vous vous êtes assuré que vous avez engagé les voix dans votre établissement. Donc, est-ce que vous avez fait des consultations à l'interne? Est-ce que vous avez fait des sondages? Est-ce que vous avez fait des entrevues? Donc, vraiment démontrer que vous basez votre application sur ce que vous avez entendu. Évidemment, ici, là, on ne parle pas de surconsultation. Je veux dire, si vous aviez déjà fait ce travail-là dans un autre contexte et que vous n'aviez pas besoin de recommencer cet aspect-là, on vous disait de juste démontrer comment les données que vous aviez obtenues dans le passé pouvaient servir dans votre application. Et au niveau du changement, en fait, c'était vraiment des preuves que des mesures qui ont été prises en place. On ne vous demandait pas nécessairement de remettre tout en question dans votre établissement, mais est-ce qu'il y avait quand même des choses qui avaient quand même changé? Ça pouvait être des petits changements constructifs comme pour beaucoup d'établissements, les établissements fonctionnent vraiment en silo. Donc, les ressources humaines, c'est une place. Après ça, la recherche, c'est une autre place. Après ça, les étudiants, c'est une autre place. Là, ce qu'on leur disait, c'est, pouvez-vous, genre, créer un comité, puis vous parler entre vous autres, puis de s'assurer que vos stratégies ne soient pas euh, juste sous une personne. J'ai vu que là, on avait beaucoup de gens qui travaillent au niveau de l'EDI.
le problème de beaucoup d'établissements, c'est qu'ils se disent, ah ben, je vais mettre une personne DI, là, puis là, cette personne-là va tout régler mes problèmes de DI à l'intérieur de mon établissement. Dans beaucoup de cas, ils ne vous donnent pas d'argent, ils ne vous donnent pas de ressources, ils ne vous donnent pas de pouvoir. Fait que finalement, puis là, vous n'aurez pas les succès attendus par la haute direction, puis ils vont se demander pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et ben, c'est parce qu'ils vous ont juste pas donné. They were setting you to failure. Ils vous ont donné cette petite pile empoisonnée, là. Puis, tu sais, dans le fond, l'EDI, c'est pas la responsabilité d'une personne, c'est pas la responsabilité du bureau de l'EDI, même si vous êtes 6 dans ce bureau-là. L'EDI, c'est une responsabilité pour tous les membres du personnel. Euh, donc, c'est ce qu'on essayait avec Dimension on a mis beaucoup l'emphase là-dessus sur, c'est vraiment la responsabilité de tous et l'échec n'est vraiment pas la responsabilité du coordonnateur EDI à l'intérieur d'un établissement, là. Donc, au niveau du système de reconnaissance, on avait 4 étapes. On a essayé de faire ça le moins compétitif possible. Avec Etienne Swan en Angleterre, c'était bronze, argent et or. On trouvait que ça faisait très olympique, là, tu sais, là, un petit podium. On est allé plus, nous, dans une espèce de construction d'une maison, tu sais, de se dire, il faut commencer par la fondation, puis après ça, on construit tranquillement la maison, on rajoute des morceaux dans le fond, puis à la fin, on espère que l'établissement, comme il est écrit ici, là, c'est que c'est vraiment, ça devient vraiment une valeur intrinsèque, qu'on n'est pas obligé de vous le rappeler, que de l'ADI, c'est important, c'est que ça devient vraiment une priorité pour votre établissement, puis que dans le fond, les ressources ont été mises en place. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde au Canada qui sont rendus là. Je vous dirais qu'il n'y a même pas grand monde qui est rendu à consolidation. Il y a beaucoup d'établissements qui se tiennent soit dans fondation et édification. Donc, c'est vraiment, on pouvait rentrer à n'importe quel niveau. On n'avait pas besoin de passer par le niveau fondation pour se rendre en édification. Chacun avait, dans le fond, un lot de points qui devraient quand même être rencontrés, ou au moins ayant un plan, dans le fond, qui allait aller, mettons, si vous n'aviez pas de données à l'intérieur de votre établissement, vous pouviez avoir une action qui disait que vous alliez mettre en place un plan d'action, une action, c'était de créer un système de collecte de données, etc., avec les ressources que vous alliez mettre en place. Donc, pour nous, les étapes de reconnaissance sont vraiment établies comme un continuum. Donc, comme je disais un peu tantôt, il n'y a pas grand monde qui sont à transformation, mais ce n'est pas parce qu'on est rendu à transformation qu'on a fini. Si on ne peut pas dire c'est fini. Il y a toujours ce cycle-là est important. Donc, il faut quand même continuellement se poser des questions. De là, la prochaine diapo. Le cycle de dimension, le cycle de travail de dimension, c'est de vraiment, on commence par cette réflexion, cette auto-évaluation critique et la mobilisation. Ça nous amène vers l'élaboration et la mise en œuvre d'activités et d'initiatives prévues dans le plan d'action. Puis après, ce qu'on n'aime pas faire, mais ce qui est important, c'est vraiment d'évaluer les effets des mesures prises et la diffusion des résultats. Et parce qu'on veut dire par là la diffusion des résultats, c'est qu'il n'y a rien de pire que de consulter votre monde et de garder cette information secrète parce que vous avez honte de vos données. Fait que là, vous vous dites, oh mon Dieu, je ne sortirai pas ça publiquement. Ils vont dire, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure, dans mon établissement, il n'y a pas assez de diversité. Bien, à un moment donné, les groupes sous-représentés ou les groupes privés d'équité, ils vont arrêter de vous donner cette information-là s'ils ne sentent pas que l'information a été utile après dans la prise de décision. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de grands établissements au Canada qui mettent ce genre d'informations-là. Il y en a. L'Université de Calgary, par exemple, Toronto Metropolitan University, je sais que c'est des plus grosses universités. Ils mettent en ligne, effectivement, les données de à l'interne. Donc, vous pouvez voir s'il y a de la diversité ou pas. Ça peut être soit dans un rapport annuel, ça peut être dans un plan stratégique, mais c'est juste important de vraiment mesurer. Puis ça, on va en parler un peu dans le plan d'action, quoique le plan d'action, j'ai une formation juste là-dessus. Et on a tous tendance à faire la même chose, là. C'est quand on veut mettre des résultats à la fin, il faut essayer d'être le plus précis possible, pas juste dire ah ben je vais donner plus de webinaires. Tu sais, OK, mais est-ce que vous allez faire une vérification si une fois que les gens ont fait le webinaire, est-ce qu'ils ont appliqué les leçons apprises dans le webinaire ou est-ce que vous allez juste
Vous voulez juste que le monde participe, dans le fond, à un webinaire sur les biais inconscients, par exemple. Est-ce que vous allez vous poser la question après, est-ce que les gens ont utilisé les leçons? Donc, c'est comme un peu l'étape de plus dans le processus. Donc, vous pouvez trouver le guide Dimension sur le site du RIKEDI ou vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse courriel de Dimension qui est à la fin de cette merveilleuse présentation. Le guide est disponible autant en anglais qu'en français. C'est un guide qui est extrêmement détaillé. Je vous ai mis des petites parties ici. Je ne vous demande pas de lire. C'est écrit trop petit. Mais le guide, vraiment, on est quand même assez fiers du travail qu'on a mis là-dedans. On a mis des endroits où on pose des questions, dans le fond, que quand vous faites le travail, posez-vous ces questions-là, puis ça va vous aider à trouver des réponses, dans le fond, à vos problèmes. Je pense que ce guide pourrait être encore plus riche, évidemment, basé sur l'expérience des établissements dans le programme Dimension. Mais je pense que c'est quand même un bon départ, là, si vous suivez le guide Dimension, ça va quand même vous aider beaucoup dans votre travail à le lire. Donc, au niveau des applications, ce qu'on demandait aux établissements, c'est vraiment de commencer par une description de l'établissement et un survol réalisé au titre du programme Dimension, dans le sens qu'on voulait dire, c'est quoi vos réalités, c'est quoi votre contexte? Parce que ce que j'ai peut-être moins expliqué dans ma fleur tantôt, c'est que la petite partie vaguelée, c'est chaque établissement a un contexte différent. Donc, tout doit être mis en relief par rapport au contexte dans lequel vous êtes, Donc, ne pensez pas que vous pouvez avoir autant de diversité à Chicoutimi que vous en avez dans le centre-ville de Toronto, qui les minorités visibles, c'est les Blancs, c'est pas les autres. Donc, il y a vraiment, chaque établissement a une réalité complètement différente. Et c'est important de mettre, de transposer, dans le fond, le contexte par rapport aux objectifs que vous avez à l'intérieur de votre établissement. Donc, ce qu'on leur disait encore une fois, c'est vraiment d'établir ce dialogue constructif, de planifier, de créer cette équipe de processus d'auto-évaluation. Donc, encore une fois, ce n'était pas juste la job d'une personne, c'était vraiment une équipe qui devait se concentrer sur le processus d'auto-évaluation. On leur demandait que dans le guide, vous allez voir, on décrit comment l'équipe devrait être formée, d'aller chercher le plus d'expertise possible, d'avoir une équipe le plus diversifiée possible. Parce que le principe, ça s'applique ici aussi. Hein? Donc, après ça, d'effectuer une collecte, une analyse des données, réaliser une évaluation du climat ou analyse du contexte. Après ça, effectuer une analyse effectivement de tout ça pour éventuellement créer votre plan d'action. Nous, on demandait un plan d'action sur 5 ans. Et moi, je dis que le plan d'action ne devrait pas être écrit juste à la fin. On ne devrait pas. En fait, le plan d'action, c'est comme un perpétuel document vert qui devrait être mis à jour assez souvent parce que dans le fond, on pense qu'on a. On pense qu'on a un problème dans telle chose. On va faire une collecte de données, on va analyser la situation, mais là, peut-être que finalement, la situation n'est pas du tout ce qu'on pensait ou on n'a pas pensé à telle chose. Donc, à un moment donné, une fois qu'on a la donnée, bien, il faut ajuster le résultat de votre action. Donc, oui, le plan d'action, on a tous le même réflexe de l'écrire à la fin, d'avoir pensé à tout ça, mais en fait, il faudrait faudrait commencer à écrire notre plan d'action dès le départ. Puis après ça, de l'ajuster, dans le fond, plus on a de données, puis d'ajuster, est-ce qu'on devrait avoir plus qu'une action sur un sujet donné. Donc, ça devrait être un document qui est quand même assez en vie, là. Donc, pour nous, ce qu'on suggère dans le plan d'action, et encore une fois, dans le guide, vous avez beaucoup de détails par rapport à ça. C'est quoi vos objectifs? Pourquoi vous appliquez ces mesures? C'est quand les mesures seront-elles appliquées et quand prendront-elles fin? On ne peut pas juste dire, dans le futur, on va faire telle chose parce que sinon, les choses ne se feront pas. Donc, c'est important d'avoir des dates. Qui s'assurera de leur réalisation? Essayez d'être le plus précis possible dans le sens que on a tous tendance des fois à dire, ah ben c'est le département des ressources humaines qui va faire ça ou
Tu sais, des fois, c'est vraiment, est-ce que c'est le directeur des ressources humaines? Tu sais, est-ce que c'est une personne en particulier? Parce que dans le fond, sinon, il n'y a pas d'imputabilité. Les gens vont dire, ah ben dans le fond, moi, ça ne fait pas partie de mes tâches, mais que je vais pas faire l'action. Donc, essayez le plus possible de donner une tâche à une personne ou pas la personne, mais le titre de cette personne-là. Ça peut pas être la responsabilité de Ingrid, par exemple, parce que si Ingrid s'en va, ben là, elle n'est plus là pour faire le travail, mais le poste que Ingrid occupe pourrait être, par exemple, la responsabilité de. Euh, et à la fin, encore une fois, la partie qui est souvent, je vous dis ça, mais en même temps, on n'est pas toujours les meilleurs non plus chez nous au gouvernement fédéral, mais c'est de comme une fois, comment on va savoir si nos objectifs ont été atteints? Est-ce que nos mesures de rendement sont vraiment précises ou sont tellement vagues, encore une fois, qu'on ne saura jamais, dans le fond, si on a atteint nos objectifs? Donc, ici, c'est la participation en dimension a permis et a encouragé des processus d'autoréflexion continue et a contribué aux travaux en cours à la recherche en matière de DI. Donc, encore une fois, tu sais, pour les établissements, ça a vraiment été un impact important. Donc, je vais passer quand même assez rapidement sur les prochaines diapositives. Donc, comment on a fonctionné au niveau des processus d'évaluation? Les établissements nous ont envoyé leur application qui était quand même assez longue. Je peux vous dire que ça passait de 70 pages à 250 pages. Il y en a qui ont mis beaucoup d'annexes qui n'étaient pas recommandées. On avait demandé, on avait quand même des maximums de mots dans les applications. Mais donc, on avait eu une première rencontre avec notre comité d'évaluation qui était constitué de 18 personnes. Donc, la première réunion, c'était vraiment d'avoir une discussion initiale sur la demande, mais surtout aussi de générer des commentaires, questions, points importants pour l'établissement, pour que ces établissements-là puissent revenir à la deuxième réunion, répondre des points qui ont été soulignés dans la première discussion, dans la première réunion. Donc, c'était vraiment un premier jet, dans le fond, des évaluateurs sur Ah, vous avez mentionné telle chose dans votre application, c'est pas clair, on veut des précisions par rapport à ça, ou vous dites telle chose, êtes-vous vraiment capable de réaliser cette. Fait qu'on on l'avait fourni, dans le fond, aux établissements avant Noël, un document qui était quand même assez précis sur le comité veut que vous reveniez et adressiez ces 3 points. Pour chaque établissement, on focusait sur 3 points. Donc, ça a quand même été assez intense, là, je peux vous dire, mais ça a été vraiment intéressant. Puis les évaluateurs ont vraiment trouvé des points vraiment intéressants pour beaucoup des établissements. Puis en fait, pour beaucoup d'établissements, c'était vraiment rafraîchissant pour eux de voir que qu'est-ce qu'eux avaient dit à leur gestion depuis longtemps était soulevé maintenant par aussi des experts externes, un peu genre, vous voyez bien, là, eux autres aussi le voient, ce problème-là. Donc, la deuxième rencontre, les établissements avaient la chance de venir présenter leur établissement, de venir raconter, dans le fond, un peu ce qu'eux avaient peut-être pas eu la chance de dire sur papier, mais de le dire verbalement. Après, il y avait une discussion, évidemment, une période de questions, puis après ça, il y avait une discussion finale pour déterminer la reconnaissance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ont appliqué ont eu leur reconnaissance. Pas nécessairement au niveau auquel ils ont appliqué, mais tous les établissements qui avaient appliqué ont reçu leur reconnaissance. Donc, dans les grands points qui ont été soulevés par les évaluateurs aux établissements, c'est quelque chose c'est que les voix étaient pas présentes. C'est comme si l'établissement avait écrit une application, mais qui n'avait pas pris en compte ce qu'ils avaient entendu des voix. Donc, on leur avait dit, dans la grande majorité, on leur a dit, si vous les avez consultés, on n'entend pas les voix dans votre texte. Donc, on ne sent pas que vous avez écouté ce que les voix vous ont dit. Au niveau de l'imputabilité, ce n'était pas clair qui était responsable des mesures ou des progrès globaux. Donc, la reddition de compte ne transparaissait pas dans le plan d'action. Est-ce qu'une fois dans l'établissement, c'était là? On ne sait pas. Mais comment le texte était écrit, ce n'était pas clair. Et qu'au niveau du plan d'action, comme on se doutait que ça allait arriver, les critères de réussite étaient souvent vagues. Donc, si vous prendriez ces plans d'action-là dans 5 ans, je ne suis pas sûre que vous seriez capable de vraiment voir si les choses ont changé à l'intérieur des établissements.
Puis dans certains cas, je peux vous dire que les plans d'action étaient vraiment exhaustifs, là, que je ne suis pas sûre que je fais des fois des analogies avec la politique, là. Je veux dire, c'est comme un premier ministre qui promet 100 choses, là. À un moment donné, les ressources ne sont pas élastiques dans aucun domaine. Les établissements, ils ont tous des maximums de budget, de ressources. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc, c'est mieux de prioriser des actions, certaines actions, dans le fond, puis bien les réussir au lieu d'en faire beaucoup puis pas les réussir. Donc, je pense que ça, c'était une des leçons des évaluations. Donc, vous pouvez les voir en ligne, mais je vous les mets ici rapidement. Donc, au niveau fondation, on a eu Mohawk College, Université d'Ottawa, Université de Winnipeg, puis Mount St. Vincent University. Et au niveau édification, le niveau 2, l'étape 2, on a eu Sheridan College, Université de Calgary, Wilfrid Laurier University, l'University of British Columbia, Toronto Metropolitan University et l'Université Laval. Les plans d'action de ces établissements, en grande majorité, sont maintenant sur le site web du CRSNG, dans les pages dimensions. Donc, vous pouvez aller lire les plans d'action de ces établissements-là. Ça peut même vous donner des idées sur est-ce qu'il y a des éléments que vous pourriez prendre. Encore une fois, on ne veut pas du copier-coller parce que votre contexte n'est pas le même qu'un autre établissement. Donc, je pense que comme beaucoup de trucs au niveau de l'EDI, là, ou même au niveau de n'importe quelle application, là, on aime ça, savoir les petits buzzwords. Là. Vous voulez que je vous dise exactement qu'est-ce que vous devriez mettre dans vos applications, je ne vous le ferai pas. Parce que chaque établissement a une réalité différente. Donc, ce ne serait pas vous rendre service si on faisait ça. Donc, au niveau des leçons apprises, les deux prochaines diapos les amènent un peu différemment, mais vous allez voir, il y a des éléments qui se touchent. Ce qui a changé dans les établissements, c'est vraiment que le profil EDI a été rehaussé dans tout l'établissement. Les établissements, on vient de finir une évaluation au courant de la dernière année, une évaluation formelle du programme. Puis dans le fond, c'est ça que les établissements nous ont dit, que tout d'un coup, là, dans l'établissement, vu il faisait partie de Dimension, l'EDI était vraiment plus discuté et intégré dans l'établissement. Ils avaient créé des postes et des bureaux dédiés à l'EDI, donc pour nous, c'était quand même positif. Dans beaucoup de cas, il avait incorporé l'EDI dans les pratiques d'embauche. Donc, pas tant juste pour remplir des quotas, là, mais pour vraiment juste un peu penser, utiliser des systèmes différents pour aller afficher des postes, la description des postes, et même au niveau des entrevues puis du recrutement comme tel, il y avait des choses qui avaient quand même changé. Et il y avait eu une augmentation de l'utilisation des données EDU pour prendre des décisions informées. Donc, pour ceux qui avaient évidemment des données EDI, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'établissements d'ailleurs. En même temps, comme je dis, les établissements plus spécifiques de la cohorte ont aussi mentionné, comme je disais tantôt, ont embauché du personnel, ils ont bâti ou rajouté des éléments à leur plan d'action, ils ont formé des comités, des groupes de travail ou des groupes d'auto-évaluation. Et ces groupes-là, il y a plusieurs établissements, c'était soit un gros groupe ou plusieurs petits groupes qui travaillaient éventuellement sous un gros groupe. Mais je peux vous dire qu'il y a du monde qui ont découvert des départements dans leur organisation qui ne savaient même pas qu'ils existaient, des gens qui ne se parlaient jamais. Puis tout d'un coup, c'est comme ah mon Dieu, on n'est pas tout seul à faire de ci, de ça. Donc, c'est quand même bien de pouvoir enlever ces silos-là. Encore une fois, améliorer les pratiques, les procédures. Beaucoup ont partagé des pratiques prometteuses entre les établissements. Donc, on a fait plusieurs sessions c'était un peu raconter qu'est-ce que vous faites dans votre établissement, qu'est-ce que vous avez fait de concret, puis de fournir l'outil pour les autres établissements. Donc, c'était vraiment intéressant. Et comme je dis, ils ont fait la collecte de DI, mais ils ont aussi particulièrement focusé sur les données qualitatives, ce qui n'était pas le cas avant. Et ils ont fait ce qu'on avait demandé au niveau de la sensibilisation des groupes privilégiés. C'est sûr que la pandémie de COVID-19, pour nous, elle a ralenti le travail parce que dans les établissements, beaucoup pensaient faire ce travail-là en personne. Mais là, vu qu'ils ne pouvaient plus se voir en personne, il y a eu quand même je vous dirais, un shift vers le virtuel qui a quand même été pratique aussi parce qu'il y en a qui aimaient bien l'anonymité de l'appel au lieu d'être en personne. Donc, dans certains cas, ça a été quand même assez positif, mais c'est sûr que ça a influencé le travail.
Donc, au niveau des leçons apprises, là, quand on parle d'implication de la haute gestion, c'est que il faut, quand on fait du travail EDI, il faut une espèce d'approche autant du haut vers le bas, mais il faut aussi une approche du bas vers le haut. Si la stratégie EDI ne sort que de la gestion, ben, c'est souvent un problème parce qu'on s'entend qu'au niveau de la gestion, c'est pas très diversifié au Canada. Donc, ces gens-là ne voient pas nécessairement les problèmes qui se passent vers le bas. La gestion va souvent filtrer ou diluer les résultats de la collecte parce qu'ils ne veulent pas justement montrer les données qui sont souvent pas très reluisantes. Puis ils sont aussi moins honnêtes au niveau de l'autoréflexion. Quand on passe vers le bas, pardon, ben, le problème, c'est que là, il y a un manque de ressources. Il faut des ressources humaines et financières. Souvent, si ça fait juste partir du bas, il n'y a pas d'influence nécessairement au niveau de la gestion, à moins que cette personne-là siège dans des comités de gestion. Puis des fois, au niveau de l'institution ou de l'établissement, ben, la vision est moins présente parce qu'il n'y a pas cette approche stratégique et globale du fait de l'établissement. Donc, il faut vraiment avoir un mélange de tout ça pour que dans le fond, la stratégie soit la plus diversifiée possible et qu'elle soit capable de mise en place. Donc, les établissements qui avaient une bonne équipe d'auto-évaluation avec des responsabilités ont vraiment eu beaucoup de succès. Ceux qui ont fait du très bon engagement au niveau des groupes. Je rajouterais même, je ne sais pas si je l'ai dans mes points, mais je ne pense pas, là, mais l'établissement qui a été le plus honnête dans son, tu sais, de dire un peu comme nous avons un problème et nous sommes au courant et nous allons adresser ces problèmes-là. C'est pas gêné de justement dire dans l'application, oui, c'est vrai, on a fait une analyse, là, puis c'est pas rose chez nous, mais on est prêt à mettre ce qu'il faut pour que ça change. Donc, tu sais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des fois de dire qu'on a des enjeux, mais qu'on peut les régler. Il faut vraiment gérer l'envergure de dimension. Dimension, ça peut être très, très gros si vous voulez vraiment partir là, puis prendre tout en même temps. Là. À un moment donné, il faut vraiment y aller en morceaux parce que vous allez vous décourager tout au long du processus. Évidemment, la collecte de données, ce n'est pas toujours évident. Il y a toutes sortes d'enjeux de confidentialité. Est-ce que les établissements ont les systèmes en place pour qu'une fois que la collecte de données est faite, que les données restent confidentielles. Donc, il y a toutes sortes quand même d'enjeux au niveau de la collecte de données. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, si vous en faites, tant mieux. Je pense que de la belle donnée, ça peut vraiment aider à prendre de bonnes décisions. Là. Donc ça. Évidemment, ben, c'est toujours la question de la poule et l'œuf. Je veux dire, on est souvent en train de taxer les groupes privilégiés parce que si on n'en a pas beaucoup, ben, on va toujours vers ces personnes-là. Mais là, vu qu'on va toujours vers ces personnes-là, ben là, ces personnes-là, ils font ça au-dessus de leurs tâches régulières. Fait que là, dans le fond, des fois, eux manquent des promotions parce que là, ils n'ont pas le temps de faire leur propre job. En tout cas, fait que là, c'est le perpétuel le cercle de. Donc, évidemment, un jour, on espère qu'on va avoir tellement des établissements tellement diversifiés qu'on n'aura plus besoin de se poser ces questions-là. Mais faut quand même être conscient qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus faire, comme je disais un peu tantôt, là, l'espèce de surconsultation. Là, pour ça que souvent, c'est bon d'avoir un bureau central qui s'occupe de ça parce que sinon, ben, moi, je peux parler à un groupe, Ingrid peut parler au même groupe, mais pour une activité un peu différente. Puis là, là, Georges, lui, il s'en mêle, puis là, lui aussi, il consulte parce que là, il fait un projet de telle chose. Fait que, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas toujours retourner vers les mêmes groupes. Il faut vraiment essayer de se parler entre nous autres. Donc, et puis, d'avoir une communauté de pratique, c'est important. On n'est pas tout seul. C'est un travail qui est difficile, ce qu'on fait. C'est bon de se soutenir. C'est bon, des fois, de juste faire du brainstorming puis de se dire, je suis face à cette situation-là ou est-ce que vous avez vécu les mêmes choses? Vous n'êtes pas obligé de nommer de nom, vous n'êtes pas obligé de donner des détails, mais des fois, là, ça fait vraiment du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Je ne sais pas combien de fois les 17 établissements de la course disaient oh, mais mon Dieu, je dois être tout seul, moi, avec cette situation-là. Puis on leur disait non, 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 vous n'êtes pas tout seul. Les 16 autres vivent exactement la même chose.
Puis là, il se sentait moins gêné d'en parler, dans le fond, parce qu'il se disait, au début, il pensait qu'il était tout seul à avoir ces problèmes-là. Donc, au niveau de la prochaine diapo, là, c'est une autre citation. Je vais vous laisser. Je pense que Ingrid va pouvoir envoyer le PowerPoint aux participants après, là, donc vous pouvez passer à travers de ça. Là, Euh, Au niveau des initiatives dans les établissements, je vous dirais qu'il y en a qui ont créé des programmes de mentorat, comme Sheridan College a créé tout un programme de mentorat. On crée des outils, des webinaires, donc vous pourriez vous pencher sur ce qu'eux ont fait. Une université avait, ça s'appelait Doyens et Dimensions, donc ils mettaient des doyens c'était toujours 2 personnes, 2 doyens par webinaire. Puis c'était des doyens qui n'étaient pas du tout dans la même discipline. Donc, je ne sais pas, moi, tu peux avoir le doyen des sciences qui était avec le doyen de la faculté des arts. Puis ces gens-là parlaient de dimension, puis comment prendre des principes de dimension à l'intérieur de leur propre, de leur propre département. Fait que c'était vraiment intéressant parce que dans le fond, les échanges étaient fructueux. C'était souvent pas des. C'était des gens qui ne se parlaient pas nécessairement beaucoup normalement, là, tu sais, mais qui étaient contents de pouvoir échanger là-dessus. Il y en a qui ont mis dans leur application, mais aussi dans tout le long de leur processus, c'était plus comme des aides visuelles. Ils mettaient visuellement ce qu'ils essayaient d'exprimer aussi sur papier. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Euh, Plusieurs ont mis le DI dans les évaluations de rendement des employés. Donc, ça devenait vraiment un élément intrinsèque de leur évaluation de rendement. Je pense que tu n'as pas changé de diapo, Ingrid, ça se peut-tu? Hmm. Encore? L'autre. Ouais. Donc, comme je disais tantôt, il y a aussi les tableaux de bord liés en ligne, là. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous dirais que les grosses universités, surtout ceux dans le 15, là, vous pouvez voir les données. Je ne connais pas beaucoup d'établissements au Québec, particulièrement dans les collèges, qui ont de telles données, mais ça, c'est quand même intéressant. Tu peux cliquer 2 fois, ouais. Donc, ça, c'est d'autres idées. Mettre en place des formulaires de rétroaction en ligne de façon anonyme, comme ça, les gens, prochain point. Euh, et l'autre point, en fait, c'est ça, c'était l'embauche pour sensibiliser les nouvelles personnes employées aux travaux du comité de la vérité et de la réconciliation. Donc, je sais que c'est pas, il ne faut pas juste non plus leur donner un cours, là. C'est complexe, là, l'enjeu de la vérité et de la réconciliation, mais c'est un départ de le mentionner. Donc, ça, c'était des exemples que qu'est-ce que les établissements ont fait, là. Donc, je vais quand même faire mon petit pitch sur Dimension. Pourquoi Dimension était si unique, gris-gris, parce que je suis vraiment passionnée par mon programme. C'était vraiment ce que nous, on considère là, le programme EDI le plus ambitieux, dans le sens que par la quantité de nombre de groupes, les diverses facultés, puis le fait qu'on incluait tous les groupes postsecondaires, c'était vraiment plus gros que les autres pays qui ont aussi adopté TNUS One. Le fait qu'on ait co-développé ce programme-là avec la communauté, là, c'est vraiment. Les établissements ils ont investi du temps et de l'énergie. Là, c'était vraiment. C'était vraiment beaucoup leur demander, là, surtout quand la pandémie elle a commencé, là, c'était vraiment. C'était rock'n'roll. Mais en même temps, pour beaucoup d'établissements, puis pour beaucoup de personnes, en fait, euh, on est devenu leur petit groupe d'amis, là, parce que leur propre établissement est un peu en panique. Fait qu'il y avait cet endroit-là pour vraiment échanger puis de discuter. Donc, pour eux autres, c'était vraiment une belle porte de sortie. Euh, Tout le long du processus, on essayait vraiment de dire aux établissements qu'on ne veut pas que ça soit on ne veut pas que le DI devienne juste une boîte qu'il faut cocher, mais c'est vraiment. Puis d'arrêter de se dire, oh mon Dieu, je ne vais pas dire à l'autre établissement ce que je fais parce qu'ils vont me battre, là, tu sais, c'est vraiment pas une concurrence, là. Je veux dire, on parle d'humain ici, on parle qu'à la fin, on veut qu'il y ait plus de gens, puis plus de diversification dans nos établissements. C'est pas une question de compétition par rapport à ça, là. On veut pas. On veut pas d'établissements qui vont dire, oh mon Dieu, moi j'ai réussi à embaucher la moitié de mon personnel d'un groupe sous-représenté, ça fait de moi le meilleur. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de changer la culture dans le fond puis de s'assurer que tout le monde a sa place.
Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas juste votre responsabilité au niveau de l'EDI, au bureau de l'EDI. L'EDI, c'est une responsabilité horizontale et verticale. Donc, vous pouvez rappeler ça à vos gestionnaires. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment quand même coordonner ce travail-là dès le début. Et ce qui, je pense, qui a aidé Dimension beaucoup, c'est que c'était des initiatives qui étaient dirigées par le gouvernement. Donc, les gens avaient, je pense, avaient une santé, une obligation de se dire, il faut que j'aie des résultats parce que les agences, sinon, vous allez arrêter de me donner de l'argent. Ce qui n'a jamais été le cas, là. On n'a jamais eu l'intention de, si vous ne réussissiez pas votre application Dimension, vous allez recevoir de l'argent. Mais aussi qu'il y a beaucoup, on se peut questionner au départ, est-ce qu'on focus juste sur la recherche, qui est un peu plus notre cercle d'influence, mais aussi, dans le fond, quand on parlait de l'écosystème de recherche tantôt, c'est que si un étudiant il a une mauvaise expérience dès sa première année comme étudiant au bac, ben, il y a peut-être des chances qu'il n'ait pas envie de se rendre jusqu'au doctorat pour pouvoir éventuellement devenir un professeur dans votre établissement. Fait que, je veux dire, il y a tellement d'étapes dans tout ce processus-là que, dans le fond, il faut vraiment essayer de regarder le plus large possible pour s'assurer que chacun, dans le fond, à tous les morceaux, soit sensibilisé par rapport à ça. Quelque chose qui nous appartient plus aux agences, là, c'est de reconnaître que l'EDI, ça fait partie de l'excellence en recherche. On entend souvent, ah, ben là, je ne peux pas faire de l'EDI puis faire de l'excellence, ça ne marche pas. Ben non, c'est pas vrai. On fait les deux. Vous ne pouvez pas faire de l'excellente recherche si vous êtes pas, vous adhérez pas au principe de DI. Je pense que si vous au moins vous posez cette question, il faut vous poser au moins cette question-là pour que vous essayez de penser un peu à l'extérieur de ce que vous avez toujours, comment vous l'avez toujours fait dans le fond. Puis je sais que c'est un argument qui est peut-être un peu plus plate, là, mais si on avait plus de diversité économiquement parlant, c'est prouvé qu'il y aurait une meilleure valeur économique. On laisse des groupes qui, euh, qui permettraient, dans le fond, à tout l'écosystème d'être beaucoup plus compétitif à travers le monde. Donc, c'est pas juste la bonne chose à faire, là. Il y a aussi un argument économique à tout ça. Euh, mais encore une fois, vous ne devriez pas le faire juste parce que c'est un argument économique. Vous devriez le faire parce que c'est important. L'économie va venir après, mais il faut le faire parce que c'est important que tous les gens dans la société aient la même chance que les autres. Donc, puis, tu sais, des fois, on fait des choses, là, puis on pense qu'on est tout seul à avoir fait quelque chose. Des fois, là, ça ne prend pas grand-chose. Vous pouvez faire une action, un effort, puis vous pensez que ah, ben, personne ne vous écoutait dans le fond. Peut-être que moi, je présente mon webinaire, ça fait 45 minutes que je parle, peut-être que dans le fond, mais je ne sais pas combien de personnes que des fois je croise, puis je leur parle de dimension, puis ils sont comme oui, 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 on connaît ça, mais ils ne sont pas membres de ma cohorte. Je ne leur ai pas parlé. Tu sais, des fois, on fait des actions, puis les choses se répètent. Les gens sont contents de voir quelque chose. Ils se disent c'est la bonne voie. Donc, il ne faut pas hésiter de faire des actions, d'attendre que ce soit parfait. Il faut y aller. Puis vous allez probablement avoir un impact sur des personnes. Donc, ma dernière diapo, ce que je commence à manquer de voir. Donc, je vais juste parler un peu de ce qu'on fait au niveau des agences. On continue de mettre en œuvre les principes de la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Donc, je sais que ça vous touche moins dans les collèges, mais Dora, c'est vraiment, encore une fois, c'est une charte, en fait, qui demande aux établissements de recherche comme d'agences, pardon, de subventionnaire de comment on évalue quand on reçoit des applications, là, tout changer, encore une fois, la définition de l'excellence. On est en train d'avoir un projet pilote sur le CV narratif, d'essayer de rentrer le CV narratif dans le CV qu'on utilise en ce moment. Donc, encore une fois, une nouvelle approche de voir le DI à travers des agences. On continue d'avoir beaucoup d'exigences EDI dans les programmes du CRSNG. Si vous appliquez sur nos programmes, vous le savez. On a développé un plan sur l'accessibilité qui touche autant à l'interne dans notre ministère sur comment on devrait
rentrer l'accessibilité, mais aussi dans notre relation avec nos chercheurs, comment on peut avoir plus de diversité par rapport à ça. Et on a encore beaucoup d'obstacles à l'interne, donc je peux vous dire qu'on travaille nous-mêmes sur un plan d'action sur comment d'améliorer l'accessibilité. On continue aussi notre recherche sur la recherche autochtone, le travail sur la recherche autochtone et la réconciliation. Et finalement, on a aussi divers programmes, comme je vous donnais mis un, par exemple, le financement et l'intention des universitaires noirs. Vous pouvez aller voir en ligne, détails là-dessus. On a quelques programmes un peu plus ciblés comme ça pour essayer de faire avancer les choses. Donc c'est pas mal ça. Je vais arrêter là. J'avais dit moins d'une heure. Finalement, j'ai menti. Ingrid, elle avait vu la longueur de ma présentation. Arrive, c'est ça. Je cherchais mon micro parmi tous mes Ah! écrans. Merci, Nathalie. Attends, moi, Euh, j'essaie juste Ah, ouais, bon, ouais. j'ai arrêté. Oui, l'arrêt de partage, c'est ça que je cherchais. Merci. C'est complexe de naviguer entre trois écrans. Euh, Merci beaucoup. J'ai oublié de préciser au tout début, c'est l'enjeu de gérer les entrées, l'admission des personnes en même temps qu'on essaye de présenter un événement. Si j'ai invité Nathalie aujourd'hui, c'est parce que je ne connaissais pas le programme Dimension il y a encore 2 ou 3 mois. Donc, j'ai été invitée à participer à la collaboration, voyons, à la mise en place d'un événement sur Dimension, entre autres. Euh, et puis en plongeant davantage dans le programme, je me suis dit, mais ce n'est pas adressé qu'à la recherche, on peut totalement s'en inspirer. Et mon mandat principal à travers le défi 50-30, c'est d'accompagner les collèges dans la mise en place de l'EDI, dans leur milieu, dans la mise en place de pratiques inclusives. Et je trouvais que le programme Dimension, le guide en tout cas, était tout à fait adapté pour avoir un suivi hyper détaillé. C'est très détaillé dans le programme, en fait, dans le guide. Puis ça vaut la peine de plonger dedans pour toutes les personnes qui travaillent spécifiquement en EDI ici. Je vous le suggère. Et pour celles qui ne travaillent pas spécifiquement en EDI, je vous suggère de le transmettre à vos gestionnaires ou aux personnes qui seraient en charge de ce dossier-là dans votre établissement. Ce serait le temps des questions. Donc, si vous en avez, il y en avait une dans le chat de Josiane. Euh, je pense que c'était au début de la présentation où tu parlais à Nathalie des différentes preuves et Oui. en tout cas des Mais premières en étapes. fait, je vous dirais que c'était un mix de tout ça. Il y a eu effectivement de la littérature. Dans les établissements, quand le travail de dimension a commencé pour vrai, la pandémie a juste commencé. On avait organisé un événement où on amenait toute la cohorte ensemble pour avoir un premier contact, puis même commencer le brainstorm sur les éléments du programme quand la pandémie est arrivée. Donc, ça nous a ralenti parce que dans le fond, même nous, on n'a jamais rencontré en personne. Tous les membres les 17 établissements ne se sont jamais rencontrés en personne. Puis pour plusieurs personnes, c'est drôle, on dirait que ça leur a manqué tout le long du processus. On dirait qu'ils se disaient Ah, j'ai jamais rencontré Audrey en vrai, fait que on dirait que là, je suis moins à l'aise de lui parler. Fait que c'était quand même. Puis encore à la fin, on dirait que les gens disaient tout le temps Ah, il faudrait se rencontrer en personne. Puis le contact humain était vraiment important. Quoique, je pense que on est arrivé à un point où on arrivait à faire autant. La partie virtuelle est devenue quand même assez chaleureuse, qu'on était capable de sortir l'information qu'on aurait sortie si on était en vrai. Donc, moi, je pense que les deux peuvent se faire, là, pour répondre à Josiane. Quand on regarde les personnes, ça peut être. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment mixer en chair et en os et en virtuel, mais je pense qu'on arrive quand même à faire les deux. Puis je me demandais, c'était pas tant nécessairement juste sur le format hybride, là, mais si, mettons, quand on fait une revue de littérature sur les obstacles, Oui, après on cherche à les faire valider. oui. Ah, vous l'avez vécu, on va regarder ce que ça fit avec ce qu'il y a dans les livres. Est-ce qu'on le fait après ou on peut le faire en simultané? Qu'est-ce que vous trouvez qui est plus efficace?
Ben, ça va dépendre de votre contexte, mais je vous dirais que le but, c'est pas. Quand on parle aux gens, après, c'est pas nécessairement juste de valider avec la littérature. Moi, si quelqu'un me dit qu'il a vécu une chose, je vais les croire. La littérature va venir comme supporter du travail qu'on n'arrive peut-être pas à aller chercher localement, mais si, quand on fait des consultations avec des membres ou des séries d'engagement, là, dans le fond, il faut considérer que ça, c'est l'information. Dans le cadre, tu sais, où tu parlais de le plan d'action, c'était super intéressant, pourrait être commencé avant d'aller faire les consultations. Tu sais, est-ce Oui, que la littérature pourrait être un point de départ justement pour oui, penser ce plan d'action, ensuite aller chercher nos données pour oui, l'ajuster? oui. Parce qu'il y a souvent du travail qui a été fait. En fait, je vous dirais que dans 90% des établissements, là, il y en a qui ne savaient même pas qu'il y avait. Ça s'applique peut-être plus aux universités, mais il y en a plein qui ne savaient même pas qu'il y avait une shop juste d'analyse des données. Genre, il y a du monde, dans les grosses universités, là, il y a du monde qui ne font que ça. Ils font la collecte de données puis ils l'analysent. Fait que la personne EDI était comme ah, mon Dieu, je ne savais même pas que cette personne-là existait. Puis c'est comme ouais, il y a souvent du travail qui a été fait avant que les gens ne sont pas au courant. Donc, tu sais, on dit allez écouter les voix, mais assurez-vous de ne pas, tu sais, encore une fois, de ne pas retourner aux mêmes personnes à chaque fois ou à chaque 6 mois puis dire ouais, mais tu sais, tu m'as dit ça, mais dans le fond, c'était-tu vraiment ça qui est arrivé, tu sais, parce qu'il ne faut pas douter tu sais, de l'expérience ou il ne faut pas essayer non plus de sous-estimer ce que les gens nous disent. Je veux dire, si quelqu'un a vécu quelque chose, ben pour nous, c'était ça la réalité, dans le fond. Vous pouvez le valider, c'est sûr, s'il y a d'autres personnes, mais euh, si les gens ont pris le temps en plus de vous venir vous parler puis de vous partager quelque chose de très personnel, c'est important de prendre cette information-là. Par exemple, par contre, au niveau de la validation, ce que beaucoup d'établissements faisaient, c'est qu'une fois que la collecte de données était faite, ils avaient écrit leur rapport de consultation ou avaient écrit la partie par rapport à l'application. Beaucoup d'établissements sont retournés vers les personnes avec qui ils avaient consulté pour dire est-ce que c'est ça que tu voulais dire ou est-ce que ceci et comment moi je l'ai interprété, c'est la bonne interprétation de ce qui a été dit. C'était jamais écrit Ingrid a dit telle affaire. Là. C'était vraiment plus général, mais quand même, ils validaient souvent avec le groupe avec qui ils avaient consulté pour s'assurer que c'était la bonne interprétation de ce qu'il avait dit. Parce que, souvent, on prend cette information-là, puis on la change, puis on la met un peu plus shiny, là, parce qu'on se dit, ah mon Dieu, on ne peut pas tout dire ce qui est. Mais, il faut quand même. C'est ça qui est, dans le fond, qui est un peu difficile avec notre travail, c'est qu'on veut avancer, mais en même temps, on a des gestions qui ne veulent pas nécessairement montrer le mauvais côté d'un établissement, fait que c'est comme toujours cette valse entre on veut changer les choses, il y a des problèmes, on le sait, comment qu'on va les adresser, puis est-ce que c'est concret ce qu'on fait ou est-ce que dans le fond, à un moment donné, les gens, ils vont perdre confiance envers l'établissement, puis là, ils ne voudront plus donner cette information-là. Fait que, on est toujours c'est toujours ce va-et-vient-là qui est quand même important. Et finalement, même une information qu'une personne transmet devrait être retranscrite, ou en tout cas Ouais. transférée à toutes les voix comptent, même si c'est pas un enjeu qui revient de façon récurrente. Oui, puis je vous dirais que quand nous, on a une personne avec qui je travaille, là, Anne Webb, elle va toujours demander un transcript précis d'une réunion quand on fait des séries d'engagement, même au niveau du CRSNG. Parce qu'elle ne veut pas les notes que moi j'aurais prises, par exemple, moi, j'ai interprété les notes. J'interprète moi-même ce que les gens ont dit. Fait que j'ai pris, moi, des éléments clés dans mes propres notes, mais peut-être que c'est pas exactement ça que la personne veut dire. Fait que dans le fond, même, tu sais, des fois, dans des résumés de rencontres, on va juste garder les points saillants, mais tu sais, là, on ne va pas capturer, OK, mais ça a-tu été dit 5 fois, ce point-là? Ça a-tu été dit 10 fois? Ou ça a été dit juste une fois? Parce que si on met les points qui ont été soulevés juste une fois, ben là, ça ne nous dit pas, ben ouais, mais là, est-ce que ce point-là avait plus de poids ou pas? Donc, Anne va essayer toujours d'avoir l'information, la donnée
Objective. Ouais, en anglais, on dit raw data, là, c'est comme À cru, donner genre, brut, ouais. l'information comme elle a été dite, puis après ça, dans le fond, on va pas essayer d'interpréter sur l'interprétation de l'interpréter. Ça finit Mhm. plus. Audrey? Oui. En fait, je me demandais, est-ce que, parce que là, maintenant, les cohortes, ça s'est comme terminé, le projet pilote, je crois. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Puis, est-ce qu'il y a un lien qui est resté, tu sais, justement, en lien avec la communauté de pratique qui était en cours? Parce que effectivement, en tout cas, dans un autre cadre, là, justement, avec le défi 50-30, moi, je la trouve essentielle, la communauté de pratique qui a été développée là. Puis, je me demandais justement, qu'est-ce qu'il en était de maintenant, après tout ça? Ben, malheureusement, le financement pour le programme Dimension a terminé le 31 mars. Donc, on n'a pas nécessairement les ressources pour continuer nous-mêmes à l'interne le travail qu'on fait dans Dimension. Par contre, moi, je travaille de très près avec Marie-Rose Bradley Gill, qui a déjà présenté, je pense, à plusieurs des communautés collégiales. Ils essaient de garder en vie cette partie-là. Moi, j'ai toujours dit à Ingrid que si vous voulez d'autres webinaires sur même des parties de dimension, on peut en parler au niveau des plans d'action ou des équipes d'auto-évaluation. Je sais que, mais sinon, effectivement, il n'y a pas au Québec, il n'y a pas nécessairement cette partie-là. Quoique le Rikidi, je pense qu'on commençait aussi cette partie-là pour les collèges. Mais en même temps, je trouve que ce qui est le fun, c'est de mélanger les collèges puis les universités aussi. Tu sais, dans la dimension, on avait 5 collèges, on n'avait pas de cégep, là, et 12 universités. Puis même, c'était le fun parce que des fois, les cégeps, ils étaient comme, c'est moi qui ai la meilleure idée. Tu sais, c'est eux qui avaient la meilleure approche parce que dans beaucoup de cas, les cégeps et collèges, vous êtes les plus près de votre communauté par rapport aux grosses universités. Donc, je vous dirais que dans beaucoup de cas, il y a des universités qui étaient comme, hey, on n'a pas pensé faire ça comme ça, on va s'inspirer des collèges. Donc, des fois, c'est bon de mixer les réalités aussi. Tu sais, on peut s'inspirer des autres. Donc, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de retour de dimension. Si vous pensez que ça devrait être important, je vous invite à communiquer ça Absolument. aux agences ou au gouvernement. Mais je pense qu'effectivement, on avait on avait un beau produit dans le fond pour faire avancer ce dossier-là. Il y a des groupes qui se sont mis en place pour essayer de faire pousser auprès du gouvernement l'importance de conserver Dimension, mais c'est ça, j'ai pas de nouvelles de où ça en est actuellement. Mais donc, c'est ça, comme Nathalie le dit, si jamais vous avez le goût de vous joindre à ces groupes, on peut certainement vous mettre en contact avec. Puis, je vous transfère un sondage dans la journée ou demain sur, en tout cas, le suivi du webinaire, dont un sondage d'appréciation, mais aussi avec la suite, on envisageait de faire différents webinaires sur les différents chapitres de dimension, puis donc de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on verra ça pour l'automne prochain. Là, tout le monde va partir en vacances, c'est pas tout à fait le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, besoins? Si vous n'êtes pas à l'aise de partager à l'oral, vous pouvez l'écrire. Ça va me faire plaisir de le lire. Oui, je vais mettre dans le chat l'adresse de Dimension si vous voulez nous écrire. J'ai encore accès à cette boîte-là. Je réponds à tous les messages. Super. Ben, merci Donc, beaucoup. c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Donc, surveillez vos courriels. Je vous transmets. Ça se peut que ça aille dans vos courriers indésirables. Mon adresse semble ne pas être appréciée par tous les serveurs. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ça dans les prochains jours si vous ne voyez pas de mes nouvelles. Puis, je vous transmettrai le PowerPoint aussi de Nathalie. Puis, si vous avez besoin, si vous ne trouvez pas le guide Dimension, n'hésitez pas à m'écrire. J'éviterai de l'envoyer par courriel juste pour limiter le nombre de téléchargements
que je fais et que j'envoie par courriel, notre planète s'en porte mieux. Donc, j'essaye de limiter ça. Je vous souhaite une très belle après-midi, une belle semaine, puis à bientôt. Bientôt, merci. Bye. Mmh. Je serais juste restée 2 secondes de dire, tu veux-tu Ouais, fermer je ton vais, recording? laisse-moi un instant, je vais arrêter ça, exact. Super. Et voilà. Moi, j'apparais encore recording. Tu veux-tu fermer le Ah oui. recording?